Direction cette semaine l'Occitanie et plus précisément le département de l'Aude où nous attend la visite d'une charmante cité médiévale. Traversée par le canal de la Robine qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, la ville compte près de 2500 ans d'histoire. Elle a en plus la chance d'être idéalement située à proximité du littoral. Aujourd'hui, c'est Narbonne qui nous accueille. Bonjour à toutes et à tous, ravi de partager avec vous cette nouvelle heure et demie ensemble depuis Narbonne, une ville fondée par les Romains en 118 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des plus anciennes de leur colonie, juste après Aix-en-Provence. Narbonne peut s'enorgueillir de bénéficier d'un patrimoine exceptionnel. Les monuments classés y sont nombreux, 16 au total, parmi lesquels le Palais des Archevêques qui forme avec la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur un ensemble architectural unique en France. Autre atout de la ville, le canal de la Robine, classé lui aussi, véritable colonne vertébrale du parc régional de la Narbonnaise en Méditerranée. À la fois prouesse technique et œuvre d'art, il passe par Narbonne pour terminer sa course au port de Port-la-Nouvelle. Au total, un périple de 32 km au cœur des vignobles et des étangs côtiers. Autre allié de Narbonne, ne l'oublions pas, la Méditerranée bordée d'une immense plage de sable fin. Je sens qu'aujourd'hui, on ne va pas s'ennuyer. Bienvenue dans la Maison France 5. Laurent, quant à lui, nous fera découvrir le duplex où il vit, situé dans une maison atypique au cœur de Narbonne. Les marques du passé y ont été précieusement conservées et font toute la spécificité des lieux. Carte blanche de l'émission, il nous fera également partager ses adresses coup de cœur. Mais pour démarrer cette émission, petite découverte du centre de Narbonne en compagnie de Mireille Franck. Elle est animatrice de l'architecture et du patrimoine de la ville. Elle m'a donné rendez-vous près des voies navigables. Bonjour Mireille. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien, merci. Je profite du paysage, comme le font apparemment beaucoup de Narbonnais. C'est un lieu de rendez-vous incontournable, celui-ci? Oui, c'est le centre-ville, c'est le lieu incontournable. Là, vous avez le cours de la République qui, à Narbonne, s'appelle les Barques. Quand on est sur les barques, on est sur le cours de la République. Ah, ici, on appelle ça être sur les barques? On est sur les barques. Elle vient d'où, cette expression? Ça vient du rôle commerçant qu'avait la ville depuis le Moyen-Âge. Et il y avait les barques des naux, la Snaus, qui étaient juste au niveau de la passerelle que l'on voit ici. Donc, cours de la République d'un côté, là c'est un autre nom. Et là c'est le cours Mirabeau. Le cours Mirabeau. Oui. Et puis c'est la compétition entre les deux sur les villes romaines les plus anciennes. Aix-en-Provence c'est considéré comme étant la première et Narbonne juste après? Non, Narbonne est la première. Ah bah voilà, je suis content que vous le disiez. On est en quelle époque? 118 avant Jésus-Christ? On est en 121 avant Jésus-Christ, quand Domitius Aenobargus se voit confier par le Sénat le rôle de construire cette voie. Oui. Et cette voie portera son nom, la voie domitienne qui relie l'Italie à l'Espagne. Et c'est sur le passage de cette voie, en 118 avant, que Narbonne est fondée par Rome. Point stratégique et puis ville de commerce, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Et quand on parle de ville de commerce et de ces voies navigables qu'il y a ici, il y a une autre particularité qui fait le lien entre finalement l'Italie et la France. Tout à fait. On connaissait un pont habité à Florence, il y en a un autre ici. C'est ce pont, c'est le pont des Marchands. Le pont des Marchands. Ce pont des Marchands relie les deux villes, le quartier d'origine médiévale de Bourg et le quartier, le tout premier, qui se trouve sur la rive gauche, qui est le quartier de Cité, là où l'on voit la voie domitienne. Alors il y avait une particularité pour celles et ceux qui habitaient justement dans ces demeures au-dessus du pont. Oui. Et vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est qu'on ne payait pas de taxe foncière, c'est-à-dire on ne payait pas une taxe pour occuper le sol, mais on payait une taxe en fonction effectivement de le fait qu'on occupait les voies maritimes. Au-dessus de la voie navigable. Comment on appelait cette taxe? Les LUD, c'était les taxes qui étaient prélevées par la ville sur le commerce et sur la navigation. Alors c'est une ville d'importance, Narbonne. Il y a combien d'habitants ici? Aujourd'hui, il y a 53 000 habitants. Et ce qu'on appelle le Grand Narbonne, c'est? À peu près 120 000. À peu près 120 000. Avec une ville qui,
au fur et à mesure des années, se reconstruit, s'embellit, se modernise? Alors la ville est un site patrimonial remarquable, donc elle s'embellit d'année en année. Par exemple, les places autrefois n'étaient pas piétonnes, il y a une vingtaine d'années elles le sont devenues. Donc aujourd'hui c'est une ville que le visiteur aborde à pied, le visiteur et l'habitant. Elle est accessible à pied, c'est une ville à l'échelle humaine. Puis surtout, sur un périmètre assez restreint, de pouvoir bénéficier de témoignages architecturaux comme ce que nous a derrière. On va s'en rapprocher d'ici quelques instants. On va y aller. Et puis la plage qui est juste à côté. Oui, on est à 20 km même pas de la plage. On est tout près du parc naturel régional. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Du parc naturel régional. On est à quelques minutes de la plage et à 1 heure de la montagne. Et les habitants et habitantes ont l'air d'être totalement épanouis ici. Complètement, oui. Lorsqu'on arrive sur cette place de l'hôtel de ville, alors la première chose c'est qu'on est en plan de l'Écouvert, ça c'est une évidence, mais la deuxième chose c'est qu'on a affaire à une vraie carte postale de Narbonne avec ce bâtiment qui est tout aussi impressionnant qu'étonnant. Je veux dire par là, il y a 2 tours, on a le sentiment qu'elles sont très anciennes. Oui. Et qu'on a fait une rustine en rajoutant des corps de bâtiment au milieu. Bon, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est pas tout à fait une rustine. C'est pas tout à fait ça. C'est le palais des archevêques. C'est le monument phare, le haut pouvoir de la ville au Moyen-Âge. Ce palais a été construit à l'époque romane et s'est agrandi à l'époque gothique, mais était un palais très fortifié. Il y avait de grands contreforts en façade. Et cette partie entre les 2 tours a été refaite au 19e siècle par Viollet-le-Duc, en 1842, pour aménager l'hôtel de ville. Alors ce que je vois là-bas, c'est la cathédrale. Tout à fait. Impressionnante. Très impressionnante. Mais moins impressionnante que si on était allé jusqu'au bout des travaux, parce qu'à l'origine, sur les plans, elle était plus grande que celle de Reims, c'est ça ? Elle était 3 fois plus grande que ce que l'on voit là, oui. C'était un projet très ambitieux. Ce sera la première cathédrale du midi de la France gothique, sur le modèle des cathédrales du Nord, qui va ensuite influencer les autres. On commence à construire le chœur, donc un chœur aux proportions très imposantes. Et en effet, les Narbonnais parfois disent que si la cathédrale avait été terminée, elle serait arrivée pratiquement à la gare. En tout cas, c'est une ville qui mérite d'être découverte. Il y a des trésors un peu partout. Des trésors architecturaux. On a des trésors d'architecture. Ouais. Merci 1000 fois. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec Laurent. Narbonnais de naissance, il s'est installé il y a quelque temps avec sa petite famille dans le cœur historique de la ville, tout près du canal de la Robine. Il est installé dans un appartement en duplex relativement atypique. C'est notre carte blanche du jour. Il nous fait découvrir son univers, mais aussi ses adresses fétiches. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ravi de vous rencontrer. Dites-moi, c'est une belle surprise parce que lorsque je passe devant l'immeuble, la façade n'est pas ostentatoire, elle est même plutôt assez modeste. Tout à fait. Et c'est le volume qu'on découvre à l'intérieur qui est incroyable. Et surtout, des éléments d'architecture et de décoration. Bien sûr. Vous avez eu le coup de cœur en arrivant? Bien sûr. Bah oui, forcément. Le côté typique de Narbonne, un côté assez simple au niveau des façades, etc. Et puis des intérieurs beaucoup plus cossus. Voilà. On a la chance que l'appartement ait gardé son lustre. Conservé, voilà, même s'il y a quelques éléments qui ont un peu disparu qu'on essaie de restaurer. Mais vous êtes natif de Narbonne? Moi, je suis natif de Narbonne. Donc vous connaissiez bien le quartier? Non, du coup, je connais très bien le centre-ville, etc. Et c'est vrai que ce genre de produit, entre guillemets, de biens est relativement rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète un appartement dans son jus, que je trouve effectivement des merveilles comme ça, j'ai pas le droit de tout transformer, il faut que je garde quelques éléments. Je pense par exemple à des cheminées ou des choses de ce genre. Tout à fait. Si l'architecte, si vous avez eu la démarche volontaire d'inviter l'architecte, on va dire chez vous, il peut référencer ces éléments qui les rendront, entre guillemets, indémontables par la suite. Donc c'est une façon de protéger, mais c'est qu'une démarche volontaire. Et le dossier immobilier, c'est un dossier que vous connaissez bien parce que c'est votre activité? Bien sûr, bien sûr. Avec une démarche un peu différente des agences immobilières. Hein. Un peu innovante puisque du coup on est une start-up qui est un peu accompagnée par le Grand Narbonne, etc. Ouais. On a une démarche d'accompagner, d'aider, on va dire, les propriétaires avec toute la partie nouvelles technologies, 3D. Le digital. Le digital, donc notamment la décoration qui peut être un levier de vente. Voilà, pour aider le propriétaire à vendre par lui-même, le rendre autonome et acteur de sa vente. Vous faites plus en sorte que la personne
personne achète le bien plutôt qu'on ne lui vende. Exactement. Ça, c'est une démarche intéressante. Tout ce que je vois ici, c'est-à-dire le parquet, c'est d'origine, les moulures sont d'origine. Le parquet n'est pas d'origine. Le bâtiment a subi malheureusement ces fameux marchands. Il a été dépouillé. Voilà, donc il a été pas mal désossé. Et on avait un parquet Versailles au niveau du sol. Et du coup, maintenant, on est sur un parquet plus simple, châtaignier, mais qui permet, par rapport à la pièce, ça se marie très bien. Dans cette grande pièce, 2 cheminées. J'imagine qu'auparavant, c'était cloisonné. Hein. On voit bien d'ailleurs ici. La pièce a été cloisonnée. Par rapport au volume, etc., pour la partie chauffage. Cheminée fonctionne, même si on l'utilise plus désormais. Là-bas, je vois qu'il y a un radiateur. Donc, chauffage central, voilà. On a la chance d'avoir ce genre de maison de famille, entre guillemets, avait effectivement chauffage central. Donc, même si maintenant c'est partitionné au niveau de l'immeuble, mais effectivement, on a rez-de-chaussée, premier. Et puis alors là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le vitrail qui a juste au-dessus, justement, de cette cheminée, mais on a l'impression que c'est une porte. Oui, non, exactement. Et puis, c'est surtout par rapport à la grandeur de la pièce, ça permet d'éviter d'avoir un fond de pièce trop sombre. Et du coup, c'est un puits de jour que l'on a au niveau du bâtiment, puisque au-dessus, c'est une terrasse qui nous permet de gagner en luminosité au niveau de la pièce. Très bien. Alors, avec votre épouse, vous avez tous les deux une activité professionnelle. Exactement. Mais malgré tout, quand on trouve un beau volume comme celui-ci, on se dit qu'on va développer une autre activité. Exactement. L'idée, c'est de faire vivre le bâtiment. C'est un immeuble de famille et on a rénové une partie pour accueillir la famille de mon épouse qui est de Montpellier. Oui. Et puis on s'est dit pourquoi pas, entre guillemets, ouvrir entre guillemets ce bâtiment et le côté un peu riche du côté ancien, etc., à des invités, entre guillemets, donc d'où la dépendance qui a été rénovée dans cet esprit. Donc toute cette partie-là, c'est-à-dire le petit salon d'accueil et la chambre est réservée effectivement aux visiteurs. C'est ça, le boudoir ainsi que la chambre, salle de bain, etc., c'est une partie privée, c'est fermé, ils sont totalement autonomes. Quand même en cœur de ville, avec le côté discret, calme, et puis ce côté un peu ancien. Quand on vient chez vous, on a le sentiment d'être un peu invité. Je vois bien à travers, il y a des photos de famille un petit peu partout. Il y a même l'artiste qui se met de temps en temps au piano. Oui, tout à fait, oui. Quand vous disiez maison de famille, il y a des choses contemporaines qui viennent à un moment donné se mêler avec des meubles de famille et des choses que vous avez récupérées. Ça, c'était une volonté de pouvoir mixer un peu les deux et de pouvoir mettre des meubles un peu authentiques. Alors, vous avez la carte blanche de l'émission aujourd'hui, mon cher Laurent, et il va falloir me faire découvrir 2 adresses que vous affectionnez particulièrement. On prend la voiture, on prend pas la voiture, non, on va loin. On a la Mucration Muriel qui est juste à côté, à 10 minutes, même pas à pied. Hein, que fait cette personne? Donc elle travaille tout ce qui est chaise, donc elle fait du recyclage entre guillemets, des meubles anciens qui sont sans prétention, etc. De se leur redonner une vie. Eh bien, allons découvrir sa manière alors. Allez hop, nous sommes partis. Je suis rentré par là, mais on repart par là-bas? Allez, très bien. Allons-y. Très bien. Bonjour Muriel. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Merci. Vous allez bien? Ça va bien. On peut dire que c'est le royaume de la couleur ici, je me trompe pas. Hein? C'est ça. C'est carrément votre univers. Tout à fait. Moi, je trouve que les environnements achromatiques, c'est une horreur. Et qu'on a besoin de couleurs et de lumière. Alors, je suis passé devant le magasin, j'ai vu effectivement quelques-unes de vos créations. Il y en a encore là sous nos yeux. C'est du paillage de chaises, mais un peu particulier. C'est du paillage en tissu. C'est ça. Ça s'appelle exactement du paillage en torron de tissu. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça? Vous avez vu cette idée ailleurs ou c'est vous qui avez vraiment développé cette activité? En fait, moi, j'ai une formation de tapissier. D'accord. Et dans le cadre de ma formation, j'ai eu accès à cette technique. Et vu mon goût pour la couleur, j'ai tout de suite vu ce que j'allais pouvoir en faire. C'est-à-dire que vous récupérez des tissus qui sont des tissus anciens ou des tissus récents et c'est ensuite vous qui allez le tordre pour le mettre dans cet état? C'est ça. Alors, en fait, moi, je travaille
De préférence avec des matériaux naturels, donc lin, chanvre, métis évidemment, mais aussi housse de couette, vieux rideaux. Donc pour les tissus qui sont blancs, je vais faire tous mes camailleux de couleur. Donc tout le dégradé du rouge au rose, au bleu, jaune. Et après, je vais mélanger. En fait, je travaille en colorimétrie, si l'on peut dire. Parce que la chaise paillée aurait un inconvénient, c'est qu'on ne fait que des motifs géométriques. Oui. Et moi, je voulais passer ce cap de la géométrie et montrer autre chose, quoi. Et là, on le voit, effectivement, à travers les sélections de tissus que vous effectuez, il y a des choses vraiment intéressantes. Qui s'occupe de la décoration chez vous? Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, Laurent. C'est tous les deux, ma femme et moi-même. Enfin, on essaye d'être assez concertés, voilà, et de faire un choix. Parce que j'ai vu une des réalisations de Muriel chez vous, hein, c'est ça, hein? J'ai vu une de ces chaises. Hein. C'est complètement original. On peut choisir plus ou moins les couleurs, venir vous voir en sélectionnant avec vous justement sur la bibliothèque qui est ici, les différents tissus. Alors en fait, je vais travailler 4 gammes en couleurs. Effectivement, vous pouvez choisir dans la gamme. Alors, je vois qu'effectivement, il y a une partie paillage, mais il y a aussi effectivement des fauteuils qui ont été retapissés. C'est votre formation de départ. C'est ça. Ce que vous me disiez, hein. Oui, oui. Et là, ce sont des tissus que vous avez fait éditer, que vous sélectionnez, que vous faites vous-même, les différents dessins. Je cherche à travailler avec des designers français. Oui. Et il se trouve qu'il y en a une qui est installée en Bretagne, dont l'univers correspond parfaitement au mien. Quand j'ai fini une série de chaises, je trouve toujours chez elle les couleurs magnifiques qui vont se répondre. Et c'est parfait, quoi. Et puis les couleurs, alors là, il y en a pour tout ce qui est art de la table dans la maison. C'est ça. Vous faites vos sélections, là aussi. Hein. Oui, alors je vends donc de la vaisselle en bambou et maïs. Alors, ça n'existe pas en France, donc j'ai été obligée d'aller voir ailleurs. C'est un brevet industriel hollandais. Alors, quand je vois le travail que vous effectuez avant d'en arriver là, on est parti de cette bande de tissu. Déjà, on avait un grand tissu, il a fallu le découper. Combien de temps vous mettez pour réaliser ensuite le ruban que je vois juste en dessous? Alors, on va dire que sur une chaise, j'ai 10 heures de travail. C'est un vrai travail de patience. Complètement, mais de toute façon, l'artisanat vaut mieux de passion. Merci mille fois, Muriel. Merci. Et bravo pour votre travail. Merci. Alors, vous étiez le premier coup de cœur de Laurent, et Laurent doit me faire découvrir, c'est la règle dans la carte blanche, un deuxième coup de cœur. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? On va voir Alexia qui travaille la partie fil de fer, etc. C'est assez intéressant. Ah ben voilà, c'est un autre univers. J'adore son univers. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi, enchantée. Je sens que je vais adorer votre univers. Ah, écoutez... Ah, je sens. J'adore effectivement ce genre de sculpture avec des choses très fines, très légères, très aériennes comme ça. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler cette matière? Et d'ailleurs, vous allez me dire d'où elle vient, cette matière. Alors, cette matière, elle vient des fils de vigne. D'accord. Voilà, lorsqu'ils arrachent la vigne, en fait, ils enroulent le fil que vous voyez là. Ce que je vois juste derrière moi. Voilà, juste là. Et donc, avec cette matière, en fait, j'en fais des sculptures et des lustres. Voilà. Et vous faites ça depuis que vous êtes toute petite? Non, pas depuis petite. En fait, j'ai toujours dessiné et j'ai fait des études d'art. D'accord. D'architecte d'intérieur à Paris. Et voilà, donc j'ai toujours travaillé le dessin. Et puis un jour, j'ai rencontré le fil de vigne en me promenant au bord des étangs. Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, d'accord. Voilà. Et depuis, vous avez à chaque fois abordé des thématiques différentes dans vos réalisations, dans vos sculptures? Oui, voilà, j'ai démarré par les animaux, les oiseaux, et les moutons, pas mal. J'en ai fait pas mal, des moutons. Et en fait, ça, c'est pas du ressort, c'est vraiment du fil de vigne qui est entouré autour d'un manche. Qu'est-ce que vous avez aimé tout de suite dans le travail d'Alexia, Laurent? Tout
toute la partie légèreté, enfin voilà, il y a un côté quand même assez graphique. Enfin, je trouve ça assez fin et graphique en même temps, un côté aérien qui est assez intéressant. Et les lustres, pareil, il y a un côté imposant tout en étant léger qu'apporte le fil de fer, quoi. Enfin, bien sûr. Vous travaillez, je vois, sur des calibres différents de fil de fer? Oui. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant des années qu'avec du gros fil, le fil de vigne. Oui, celui qui vous permettait de faire le mouton, par exemple. Celui qui me permettait de faire le mouton, cette pièce-là, par exemple, celle-ci. Le Christ est magnifique, hein. Sublime. Merci. Tout ce qui est également tout ce qui lustre. était lustre, ça, c'est que du fil de vigne. Hein. Et puis, en fait, je me suis aussi adaptée au marché. Donc, j'ai commencé à faire du petit format. Je prends du fil plus fin. Et voilà. Et du coup, j'ai agrandi mon marché aussi. Bien sûr. Et puis aussi, mes créations, ça m'a ouvert d'autres portes. Et ça passe toujours par l'étape du dessin. Ouais. C'est-à-dire que vous ne partez pas sur une réalisation et elle peut, à un moment donné, changer en cours de route. Après, elle change en cours de route Bien parce sûr. que on peut pas contrôler le fil, en fait. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les artistes, la plupart du temps, c'est qu'ils n'arrivent pas à se vendre. C'est pas leur métier premier. Vous n'êtes pas commercial, Non. vous n'êtes pas faite pour ça. Non. Comment est-ce que vous faites à un moment donné pour distribuer vos œuvres? Vous avez quoi, des galeries sur lesquelles vous pouvez compter? Vous avez un circuit de distribution? Alors, j'ai pas de circuit de distribution, mais j'ai de temps en temps des galeries. Oui. Voilà, sinon je fais des salons professionnels aussi. Et puis là, on a ouvert un lieu sur Narbonne-Plage où je vais pouvoir donc exposer mes pièces au public en direct. C'est un lieu qui vous sera propre ou un lieu où on va retrouver des œuvres d'autres artistes de la région? C'est un lieu où on va retrouver des œuvres d'artistes de notre région. D'accord. Et aussi mes créations. Et c'est un projet ou c'est déjà ouvert? Non, c'est ouvert en fait. Et en même temps, on fait bar à vin. Voilà, avec mon compagnon qui, lui, est photographe. Et donc, aussi, il va pouvoir... Enfin, il expose aussi ses photos dans la galerie. En fait, c'est un concept store, en fait. On en parle d'ailleurs. Oui. Il y a eu pas mal d'univers dans lesquels vous êtes passés, des choses très graphiques. On l'évoquait avec Laurent tout à l'heure. Des choses un peu plus animales. Quels sont les prochains territoires que vous allez... travailler? En fait, là je me tourne. En fait, ça fait 2 ans que je travaille sur ce genre de pièces. D'accord. En fait, j'épure un peu plus mon travail et en fait, je me tourne un peu plus vers le côté moderne. En fait. Merci et bravo. Laurent, bravo. Merci beaucoup. Très belle carte blanche. Nous arrivons au terme de cette émission enregistrée à Narbonne. Narbonne que l'on peut découvrir également par les voies navigables en empruntant le canal de la Robine, classé, je vous le rappelle, depuis 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette émission, vous pouvez la voir, la revoir sur France TV, c'est le service vidéo de France Télévisions. Vous le savez et je vous le demande expressément, restons en contact via les différents réseaux sociaux. Bon, vous voulez savoir où nous serons la semaine prochaine? Je peux pas tout vous dire. Ce que je vous garantis, c'est qu'il y aura des belles histoires, des belles rencontres, un peu de soleil aussi, et vous serez avec nous au rendez-vous. Merci 1000 fois pour votre fidélité, et au revoir. Feels like